Bonjour. À la suite de l'épreuve de maths générale 2025, où il était question de normes, de traces, le but était d'obtenir des théorèmes de descente, en quelque sorte, dans l'épreuve, et on se servait de ces normes et ces traces, eh bien, je vais vous présenter au moins la norme sur les corps finis. Alors, je voudrais remercier chaleureusement Mathias Ostein, alias Matoumateux, pour son blog qui m'a envoyé. Alors vous verrez, hein, j'ai mis en description le lien sur son site, hein, où vous pouvez trouver tous les développements qu'il a mis généreusement. C'est extrêmement bien fait et il y a du level. Ok, alors allons-y, on va parler d'un petit théorème. Je ne sais pas si ça peut s'appeler un théorème à ce stade-là. Ouais. On va prendre P un nombre premier, Q une puissance de P, et pour alpha dans FQ, eh bien, on regarde le morphisme, l'endomorphisme de multiplication par alpha, hein, donc x donne alpha x, et on va le considérer comme un endomorphisme de FP espace. Hein. Donc FQ est un FP espace, d'accord. Donc, on va poser n de alpha égale le déterminant de m alpha. Donc, comme on le considère comme fp espace, donc ça appartient évidemment à fp. Et donc, cette norme n va définir un morphisme surjectif de fq étoile dans fp étoile, dont le noyau, c'est le sous-groupe des puissances p-1 dans fq étoile, hein, donc l'ensemble des x puissance p-1 quand x parcourt fq étoile. Voilà, donc vous avez compris, n, c'est un morphisme tel qu'on en rêve quand on veut faire des théorèmes de descente. Hein. C'est toujours ces mêmes problèmes, où on est obligé d'aller dans une extension pour avoir des racines de polynômes, etc., pour que les choses se passent bien, et ensuite on a besoin de redescendre. N, c'est un ascenseur, hein, finalement, qui nous ramène sur fp étoile. Donc vous allez voir, hein, c'est assez simple. D'abord, ce n, est-ce qu'il est bien défini? C'est-à-dire, si on prend un élément non nul, est-ce que ça va vers du non nul? Ben oui, si alpha est différent de 0, l'endomorphisme m alpha est inversible, puisque son inverse, c'est m alpha moins 1. Hein. Vous multipliez par alpha moins 1 pour compenser la multiplication par alpha. Et donc, comme c'est inversible, le déterminant de m alpha est non nul. Donc, la norme de alpha est non nulle quand alpha est différent de 0. Donc déjà, c'est bien défini, avec le fait en plus que ça va bien dans FP, puisque c'est un déterminant d'un FP morphisme. Donc évidemment, ça va dans FP. Bon. Maintenant, est-ce que c'est un morphisme? Oui, c'est un morphisme, parce que quand on fait M alpha rond M bêta, ça veut dire qu'on multiplie par bêta, puis par alpha, ça veut dire que globalement, on multiplie par alpha bêta. Ce qui fait que quand je prends le déterminant, et que j'utilise la multiplicativité du déterminant, j'obtiens que la norme de alpha fois la norme de bêta est égale à la norme de alpha bêta. Donc c'est un morphisme, donc tout se passe bien. Maintenant, il faut montrer un peu, il faut décrire un peu ce morphisme, et puis vous allez voir que c'est pas trop difficile. D'abord, c'est bien connu, FQ étoile, c'est le groupe multiplicatif d'un corps fini, donc c'est un groupe cyclique. Voilà, ça c'est un résultat qui est bien connu, hein, qu'on va admettre ici. On va choisir oméga, un générateur du groupe FQ étoile, et mu, son polynôme minimal sur FP. Ce qui fait que FQ, c'est égal à FP de oméga, puisque déjà FQ étoile est engendré par oméga, donc vous voyez la double inclusion. Et FP de oméga est isomorphe à FP de x, quotienté par le polynôme minimal de oméga. Ce qui fait que, ça c'est classique dans les corps de rupture. Maintenant, mu qui est unitaire, évidemment par définition, par construction, j'affirme qu'il est de degré n parce que FQ, puisque Q égale P puissance n, FQ est de degré n sur FP, donc ça veut dire que ce polynôme-là est de degré n, donc je l'écris comme ça avec des moins, je fais exprès de mettre des moins, parce que après dans la matrice compagnon, on va s'y retrouver. Et maintenant, j'affirme que FQ possède une base sur FP qui est donnée par 1 oméga jusqu'à oméga puissance n-1. Évidemment, hein, c'est une base parce qu'il y a n éléments
et que c'est une partie libre. Parce que s'il y avait entre ces éléments une combinaison linéaire, une FP combinaison linéaire, eh bien, on aurait un polynôme plus petit que mu en degrés, qui annulerait, qui serait non nul, si c'est une vraie combinaison linéaire non nulle, on aurait un polynôme qui annulerait mu, or c'est mu le polynôme minimal. Bien. Donc, ça, ce que je dis, c'est assez classique, hein, c'est qu'on a ici une base. Donc, dans cette base, on va regarder la multiplication par oméga. Donc, ici, vous prenez 1, vous le multipliez, ça fait oméga. Oméga, vous multipliez, ça fait oméga 2, etc. Jusqu'à oméga n-2. Et oméga n-1, quand vous le multipliez par oméga, ça fait oméga puissance n. Et oméga puissance n, d'après le polynôme minimal, ça nous fait A0 plus A1 oméga jusqu'à plus AN-1 oméga puissance n-1. C'est ce qu'on appelle la matrice compagnon, hein, du polynôme mu, que je note C mu. Donc maintenant, pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que maintenant j'ai une matrice dont je peux calculer le déterminant pour avoir la norme. Et je veux décrire la norme. Alors, voici le petit lemme, et on montrera le lemme après. On va commencer par voir le lemme et montrer que le lemme implique immédiatement le théorème. Le déterminant de m oméga, c'est le déterminant, donc forcément, de C mu, de sa matrice dans une base, et c'est oméga puissance Q-1 sur P-1. Il est évident que P-1 divise P puissance n moins 1. Ça, c'est clair, hein, puisque c'est la série géométrique, si vous voulez. Donc, on va regarder comment le lemme démontre, de façon trivialise le théorème. Hein. On a n de alpha, comme alpha, il est dans FQ étoile, il s'écrit comme une puissance de oméga, puisque oméga est un générateur. Donc, ça fait n de oméga k. Comme n est multiplicative, eh bien, ça fait n de oméga puissance k. Donc, ça fait n de oméga, d'après le lemme, c'est ça, n de oméga, hein, finalement. Hein, d'accord, n de oméga est là. Donc, ici, c'est égal à oméga k Q-1 sur P-1. Donc, comme oméga k, c'est alpha, ça fait alpha Q-1 sur P-1. Donc, vous avez que n de alpha, c'est juste une puissance de alpha. Ici, Q-1 sur P-1, par la série géométrique, c'est bien un entier, hein, évidemment, hein, déjà ici. Et je suis dans une situation, si j'appelle m égale Q-1 et d égale P-1, d'accord, j'ai une situation où m est égal à a fois d, d'accord, d divise m. Bien. Alors, la situation est très générale. Ici, en général, bon, je vais regarder n, d'accord, ici de FQ étoile dans FQ étoile, cette fois-ci. Ce qui fait qu'ici, je regarde un morphisme phi, je regarde la version additive de z sur mz dans z sur mz. Et comme c'est la version additive, au lieu de prendre une puissance, eh bien, je vais prendre une multiplication. Donc ici, m est égal à AD, j'ai posé A égale Q-1 sur P-1, finalement ici. Ça veut dire que je regarde l'application qui a L donne A bar fois L bar. Donc c'est la multiplication par A, en quelque sorte. Eh bien, l'image, évidemment, c'est le sous-groupe engendré par A, le sous-groupe de Z sur MZ. Et on sait que le sous-groupe engendré par A, c'est exactement l'ensemble des éléments annulés par D. Voilà. Ça se dit avec des suites exactes. Bon, pas la peine de sortir les suites exactes là. Mais si vous voulez l'écrire avec des suites exactes, c'est assez joli. Bon. Et maintenant, le noyau de phi, eh bien, c'est l'ensemble, évidemment. Là, comme c'est les éléments annulés par D, eh bien, c'est le sous-groupe engendré par D. Voilà. Donc ça, c'est des choses très classiques qu'il faut bien connaître dans les groupes cycliques. Et donc, maintenant, la version multiplicative, c'est que l'image maintenant de n, ça va être les éléments, donc l'image,
ça va être les éléments qui sont annulés par D, donc ça veut dire les éléments x tels que x puissance p-1 est égal à 1, puisque je regarde la version multiplicative, et ça, c'est fp étoile. Hein. Fp étoile, c'est exactement les éléments tels que x puissance p-1 est égal à 1. Hein. Il y en a p-1 et ça marche, par Lagrange. Et maintenant, le noyau, ben, comme ici c'était les multiples de D, et ben là ça va être les puissances p-1e. D'accord? Ici, puisque D égale p-1 ici. Voilà. Donc, ce théorème est trivialisé par ce lemme. Et maintenant, on va démontrer ce lemme. Vous allez voir, c'est... Bon, je propose une méthode originale. Alors ici, bon, alors il y a plusieurs preuves, hein, de toute façon, c'est pas obligé de prendre celle-ci. Mais celle-ci, elle m'amuse, c'est de regarder, au lieu de regarder le déterminant de C mu, de regarder sa transposée, donc c'est ce déterminant-là. Et maintenant, un résultat bien connu, c'est que les oméga p puissance k, quand k va de 0 à n-1, ils sont 2 à 2 distincts. Alors c'est évident parce que si il y en avait deux égaux, où je prends k et l, je peux supposer que l est strictement plus petit que k, hein, les deux étant entre 0 et n-1, alors cette égalité impliquerait que oméga puissance p puissance k moins p puissance l est égal à 1. Comme oméga, comme c'est le générateur, il est d'ordre p puissance n moins 1, on a p puissance n moins 1 qui va diviser p puissance k moins p puissance l. Bon, ça, c'est pas possible, hein, d'accord, ne serait-ce que pour une question, bon, que ça, c'est déjà plus grand que ça. Bon, donc, c'est impossible, ou par le lemme de Gauss, de toute façon, vous voyez tout de suite que c'est impossible. Bien, donc ils sont 2 à 2 distincts. Donc maintenant, je remarque, c'est pour ça que j'ai pris cette matrice transposée là, que quand j'utilise cette espèce de vecteur de Van der Monde, hein, d'accord, 1 oméga puissance p puissance k et toutes les puissances de cet élément jusqu'à n-1, bah par définition, j'ai ce vecteur-là, c'est-à-dire j'ai un décalage, j'ai oméga puissance pk, c'est normal, oméga puissance 2pk, jusqu'à présent tout ça c'est normal, mais le dernier ça va être oméga puissance npk. Alors pourquoi ce dernier-là, c'est celui-ci qui est un peu curieux, c'est que comme mu de oméga égale 0, bon, c'est le polynôme minimal de oméga, et que mu est un coefficient de fp, par le Frobenius, ça veut dire que mu de oméga puissance p est égal à mu de oméga le tout puissance p. Ça commute, c'est le Frobenius, c'est un morphisme de corps. Hein. Donc, pareil pour p puissance k, ce qui va faire que mu de oméga puissance pk est égal à 0. Et quand vous écrivez le polynôme mu, quand vous développez ce polynôme mu, ben, ça vous donne exactement que oméga npk est égal à A0 plus A1 oméga pk jusqu'à, ici plutôt c'était n-1, pardon, jusqu'à n-1 plus n-1 oméga n-1 pk. Voilà. Donc ça veut dire que ce vecteur-là est transformé par cette matrice-là en ce vecteur-là, qui n'est rien d'autre que oméga puissance pk fois ce vecteur-là. Voilà. Donc ça veut dire que oméga puissance pk est valeur propre. D'accord? Et comme toutes ces valeurs propres sont distinctes, bah, on a toutes les valeurs propres de ces mu transposées. On a tout le spectre maintenant. Voilà, parce qu'elles sont distinctes ici. Donc maintenant, le déterminant, bah, c'est le produit du spectre. Alors, vous voyez quand même que ce que j'ai fait, j'ai considéré cette matrice-là, d'accord, c'était la matrice d'un FP endomorphisme que j'ai transformé pour pouvoir le réduire en un FQ endomorphisme sur FQN, d'accord. Alors attention, ça, il y a quand même une petite astuce, c'est pour ça qu'on est passé par les matrices. Et ici, on va avoir donc le déterminant qui est égal au produit, donc oméga fois oméga puissance p jusqu'à oméga puissance p puissance n-1. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer
une série géométrique, ça fait bien oméga puissance Pn-1 sur P-1, c'est-à-dire oméga puissance Q-1 sur P-1. Et c'est terminé pour ce théorème. Maintenant, on va épiloguer, on va prendre un petit peu de recul sur ce théorème, on va raconter des petites choses sympathiques. Alors, des petites choses qui sont un petit peu agrégatives, mais un petit peu autour de l'agrég, on va dire, borderline. Le théorème de Chevalley-Warning, quand même que pas mal de gens connaissent, c'est que, bon, entre autres, ce qu'il dit, il peut dire aussi d'autres choses, mais il dit que si P est un polynôme à n indéterminé sur Fp, sur un corps fini, en tout cas, et qu'il est homogène de degré d qui est strictement plus petit que n le nombre d'indéterminés, alors il va posséder, bon évidemment comme il est homogène, 0 est un 0 de P, ben 0, 0, 0, 0 de N0, hein. Mais il va posséder un 0 non trivial. Bien, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que N est polynomial. Pourquoi N est polynomial? Parce que N de alpha, c'est alpha, donc déjà c'est l'identité, donc ça c'est un polynôme. Sigma de alpha, sigma c'est le Frobenius alpha puissance P, c'est un endomorphisme. Donc si c'est un endomorphisme, ben, vu sur Fp puissance n, ben, il est polynomial, puisqu'il est linéaire, d'accord? Donc il est polynomial de degré 1. Et tous les autres automorphismes sont en particulier des endomorphismes, des Fp endomorphismes, donc sont linéaires. Quand on fait le produit de choses linéaires, donc homogènes de degré 1, ça nous fait quelque chose d'homogène de degré n. Voilà. Et pourtant, il n'a pas de 0. Vous voyez? Il n'y a que 0 qui s'annule dessus. Donc c'est le premier contre-exemple au théorème de Chevalley-Warning, qui propose donc finalement un polynôme qui n'a pas de 0 non trivial, et bien sûr, le prix à payer, c'est d'être homogène de degré n. Donc on a déjà un contre-exemple dès que le degré d est égal à n. Voilà. Ensuite, bah oui, on est obligé de parler de Hilbert 90 avec cette histoire. Quand Hilbert 90 dit que quand on a un groupe de Galois cycliques, engendré par sigma, donc ici sigma c'est évidemment le Frobenius, alors n de alpha est égal à 1, si et seulement si il existe bêta, tel que alpha égale bêta sur sigma de bêta, d'accord, pour un bêta. Donc il existe bêta, hein, d'accord, voilà. Alors ça c'est hyper important, entre autres, c'est un théorème qui dit que la cohomologie galoisienne possède un H1 trivial. Ça, c'est la base de la cohomologie galoisienne, qui est une cohomologie qui cherche à comprendre des théorèmes de descente, en quelque sorte. Regardez-le sur l'équation de Fermat A2 plus B2 égale C2. Et bien, évidemment, ça, c'est un coefficient dans Z. Ça vous donne, si C est non nul, vous divisez par C2 des deux côtés, et vous avez l'équation x2 plus y2 égale 1 dans Q. Donc, je la regarde dans Q de I, et ça veut dire, dans Q de I, le groupe de Galois de Q de I sur Q, bah, ça va être juste le morphisme bar, bah, l'identité, le morphisme bar, c'est Z sur 2Z. Et donc ça veut dire que x plus y, à partir du moment où sa norme c'est 1, eh bien il va s'écrire sous la forme x0 plus y0 sur x0 moins y0. Et ça, c'est ça qui nous donne tous les triplés pythagoriciens. Vous pouvez faire ça pour l'équation de Pell-Fermat, pareil, hein, c'est-à-dire que vous avez tout un tas d'équations quadratiques où le groupe est cyclique parce qu'il est juste d'ordre 2 et où vous avez des normes qui sont égales à 1 et ça vous donne des solutions. Parce qu'il faut bien voir que ça vous dit, si on a une équation, on a une solution. Donc ça vous donne l'ensemble des solutions d'une équation. Bon, la réciproque, vous le voyez clairement, hein, que la norme ici, c'est invariant par sigma, donc si on a ça, la norme de alpha est forcément égale à 1. Et ici, dans notre exemple, eh bien oui, on a vu que le noyau, c'est-à-dire l'ensemble des alphas de norme 1, bah, c'est l'ensemble des x puissance p-1. Or, qu'est-ce que Hilbert 90 nous dit ici?
puisque on est dans le cas où le groupe de Galois est cyclique engendré par le Frobenius, eh bien ça veut dire que alpha, hein, le noyau de n, eh bien c'est l'ensemble des alphas qui sont sous la forme, d'après ça, bêta sur bêta puissance p. Voilà, c'est-à-dire bêta puissance 1 moins p. Donc au signe près, c'est exactement ça. D'accord ? Il suffit de remplacer bêta par x puissance moins 1. Voilà. Et enfin, et ça c'est un truc que j'ai trouvé à la fin dans le développement de Mathias, si k est divise p-1, par exemple vous prenez k égale 2, d'accord, donc 2 divise p-1 parce que p, je vais prendre p impair, d'accord, je prends p impair, alors x est une puissance km de y si et seulement si n de x est une puissance km de n de y. Voilà, donc c'est un théorème de descente ou un théorème de montée, hein, si on veut, ça va dans les deux sens. Bon, bah ça, il suffit de passer par n juste et d'utiliser la surjectivité, évidemment, pour revenir, et le fait que k divise p-1. Bon, vous le regardez comme exercice, c'est très simple. Voilà, je voudrais remercier encore Mathias de m'avoir envoyé son lien vers ce site copieux. Et allez-y, hein, vous allez voir, il y a du level.